qu'on sait a priori, c'est qu'il y a à peu près 400 à 500, certaines personnes disent plus, GPA avec des couples français faits à l'étranger. À la maison, les valeurs familiales, c'était hyper important, donc je me projetais vraiment, même gamin, dans l'idée de devenir papa. Et forcément, quand j'ai découvert cette homosexualité, je me suis dit, bah là, il y a un truc qui va coincer, qui va bloquer, et je me dis, si jamais je vis mon homosexualité, eh ben, je devrais faire une croix sur le rêve de fonder une famille et d'être papa. Donc ça a été pour le coup une grande souffrance quand j'étais gamin, en plus du fait d'accepter son homosexualité qui est jamais quelque chose de facile, notamment par rapport à l'entourage. On a peur de déplaire, de poser problème dans la famille, d'être rejeté. Mais il y avait en plus cette notion-là, je me disais, j'ai pas envie de faire le deuil de la paternité. Pour moi, la question de la paternité s'est posée assez différemment, c'est-à-dire que c'est en rencontrant Christophe et après s'être marié que là vraiment, moi, je me suis projeté. L'un des déclics, surtout pour moi, pour franchir le pas de la parentalité, c'était la dernière élection présidentielle où François Fillon était en passe de passer au deuxième tour. Et on savait qu'il avait une politique très dure envers les LGBT. On savait qu'il était soutenu par la Manif pour tous, qui était une opposante farouche au mariage homosexuel. François Fillon ambitionnait d'empêcher les couples homosexuels d'adopter et d'empêcher les reconnaissances de couples d'enfants nés de GPA à l'étranger. Donc clairement, ce rêve que je pouvais avoir depuis des années, que j'avais réussi à transmettre à Ghislain, qu'on touchait du doigt, risquait de nous être rendu impossible. Évidemment, on a tout de suite pensé à l'adoption, c'est la première chose à laquelle on pense au départ. En principe, ça a été ouvert au moment du mariage pour tous. Il y avait l'adoption qui allait avec, c'était le package, sauf qu'en réalité, non, quoi. Il y a eu plusieurs scandales, que ce soit du côté de Rouen, du côté de Paris, où des affaires ont été révélées. Les dossiers de famille homoparentale étaient mis sous la pile parce que c'était des couples atypiques et que voilà, ils n'étaient pas prioritaires. Et en fait, derrière cette excuse, c'est qu'on ne voulait absolument pas en fait confier des enfants à des couples homosexuels. Finalement, se lancer dans un projet sans avoir la certitude d'aboutir à notre parentalité, on a préféré se diriger vers la voie assez naturellement de la GPA. Alors, la GPA, c'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire une femme qui va porter un bébé pour un couple qui ne le peut pas, un couple hétérosexuel ou homosexuel. Ça n'a pas été une évidence absolue. Les questions morales, éthiques, on se les est posées bien en amont. On a pris conseil auprès d'amis qui s'étaient déjà lancés dans la GPA. Et voilà, on y est allé avec un recul nécessaire, je crois, et c'est peut-être aussi le fait d'être journalistes tous les deux. C'est-à-dire qu'on a enquêté, entre guillemets, sur le sujet pour s'assurer qu'on n'allait pas dans quelque chose de trop obscur. On a fait le choix d'une GPA éthique, et éthique, c'est pas juste un mot marketing pour rendre ça plus acceptable, non, c'est une GPA en fait qui est encadrée strictement d'un point de vue législatif là où elle est faite, mais aussi avec un suivi médical, psychologique pour à la fois le droit de l'enfant, garantir les droits de l'enfant, c'est-à-dire une reconnaissance au moment de sa naissance officielle, le droit de la femme et des femmes, puisqu'il y a une donneuse et une mère porteuse, et les droits des parents d'intention, c'est-à-dire ceux qui souhaitent avoir un enfant. C'est les trois parties qui trouvent un consensus de manière claire, et c'est ça la GPA éthique. Il faut comprendre que les femmes qui décident de porter des enfants dans le cadre d'une GPA éthique sont choisies justement pour leur niveau de revenu. Ça ne peut pas être une femme dans la misère. On lit ça parfois sur internet, vous avez utilisé une femme pauvre. C'est pas vrai ça. Ce sont des femmes qui ont des bons moyens financiers. Whitney en l'occurrence, avec son mari Jacob, ils sont propriétaires de leur maison, ils ont un jardin, ils ont 3 enfants, ils ont 2 voitures. Tout va bien dans leur vie. On n'est pas du tout dans l'utilisation, entre guillemets, d'une tierce personne, mais vraiment l'idée d'une rencontre entre notre famille, la sienne. En France, les gens trouvent ça louche. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout le point de vue de Whitney et des autres mères porteuses dont on a entendu parler. Dans le livre, il y a tout un chapitre qui lui est consacré où, via des questions-réponses, parce que beaucoup de gens, depuis qu'on a communiqué sur la naissance de Valentin, nous ont posé des questions. Nous-mêmes, c'est des questions qu'on pouvait se poser. Et c'est Whitney qui répond directement. Quand on a commencé à se renseigner sur la GPA, on trouve le meilleur comme le pire, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il existe dans un certain nombre de pays des choses qui ressemblent plus ou moins à du trafic, où visiblement il y a l'intervention de femmes dont on ne sait pas si elles sont pleinement consentantes. Et c'était impossible pour nous, on n'aurait pas pu se regarder dans la glace, on n'aurait pas pu regarder notre petit garçon si pour aller au bout de notre famille, on avait utilisé un autre être humain. Ça n'était pas envisageable pour nous. Et j'ai lu parfois sur Internet en disant vous êtes des esclavagistes, vous avez utilisé cette femme comme une esclave. Et ça nous a tellement choqués, et ça l'a choquée elle surtout en fait. On n'a jamais été dans une démarche d'avoir un enfant à tout prix. Il existe des choses qui sont très obscures et il existe des systèmes et des organisations, on va dire, des collectifs qui permettent d'aboutir à une GPA totalement transparente envers les femmes
qui aide les parents d'intention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où vous contactez une agence pour vous lancer dans la GPA, c'est pas parce que vous contactez l'agence que vous êtes sûr d'aller au bout de l'aventure. Il y a un test psychologique que nous devons passer, c'est-à-dire les parents d'intention, pour vérifier le sérieux de la démarche. Ça, c'est le préambule. Sans ça, rien ne se passe. D'abord, il faut contacter une agence aux États-Unis, puisque tout passe par une agence qui vous met en relation, qui accompagne les parents et qui vous met en relation avec des cliniques de gestation pour autrui, avec des avocats qui vont s'occuper de tout le cadre juridique, avec des assurances qui vont prendre en charge la femme qui va porter notre bébé pour être sûr que tout se passe bien. Et puis après, nous met en relation avec des donneuses d'ovocytes et des mères porteuses. Et dans ce processus-là, il faut bien comprendre que ce soit la donneuse ou la mère porteuse, c'est à chaque fois les femmes qui choisissent avec qui elles souhaitent vivre cette aventure. Ouais. Nous, on suggère les profils qui peuvent nous intéresser, mais c'est toujours elles qui ont le dernier mot. Et ensuite, on discute en Skype avec ces femmes parce que c'est vraiment l'idée d'une rencontre, d'un feeling qui doit se créer. Il faut que ça matche en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif. On a discuté avec 5 femmes au total et Whitney avec 4 autres couples et on a eu un feeling mutuel et une fois qu'on a eu terminé, je me rappelle, le jour où on a fait le Skype avec Whitney, on a trouvé qu'elle était géniale. Pour nous, c'était elle, c'était une évidence. Et en fait, ce qui était intéressant, ouais. c'est qu'après, on a su que pour elle et Jacob, son mari, dès le départ, il y avait le même ressenti. Je me rappelle, on avait tout mis, on avait mis l'ordinateur un peu en hauteur, on avait mis des lumières. On essaye d'être le plus beau possible, le mieux habillé, avec une jolie lumière sur soi. C'était un peu maquillé, c'est vrai, on ne doit pas le dire, mais on avait mis un peu de poudre pour pas briller. Il y avait notre chien qui était là, alors là, tu vois, on voulait que tout soit parfait. On a su après, avec le recul, que eux avaient fait la même chose. Donc en fait, on est vraiment tous dans cette dynamique à essayer de bien présenter. C'est pas rien, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, on essaye de décider si finalement on va quasiment passer le reste de notre vie d'une certaine manière ensemble. On apprend que c'est OK avec Whitney. Et là, il y a toute une phase qui commence d'un certain nombre de tests médicaux pour être sûr que nous sommes compatibles, que notre patrimoine génétique va être compatible avec elle pour porter notre bébé, pour être sûr que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Et puis ensuite, il y a toute une partie rédaction de contrat, parce que ça passe par un contrat. Donc on a un avocat, Whitney aussi a un avocat que nous prenons en charge. Et puis après vient le moment du transfert d'embryon. Voilà. Et là, on croise les doigts. 3 jours après le transfert d'embryon, voilà qu'on me propose d'aller pour 50 minutes inside à Las Vegas pour interviewer Céline Dion. Il se trouve que Whitney habite à 20 minutes de Las Vegas. Donc là, je prends mon avion pour faire mon interview avec des petits cadeaux pour Whitney, Jacob et la famille. Là, il se trouve que j'ai un moment donné dans l'après-midi, j'ai 3 heures et j'ai le temps d'y aller. Je prends une voiture et je vais dans leur petite maison au fin fond du désert. Je ne les avais pas prévenus avant pour leur faire la surprise. Et là, je sonne à la porte. Et là, il y a Whitney qui est hyper surprise. À ce moment-là, elle ne sait pas encore si elle est enceinte ou pas. C'est pour ça qu'il y a un chapitre que j'ai appelé la bénédiction de Céline, parce qu'il y a Céline Dion à qui j'ai raconté que je suis là aussi pour rencontrer ma surrogate, c'est le nom américain pour désigner une mère porteuse. Et là, elle trouve ça hyper émouvant et elle nous souhaite bonne chance pour notre bébé. Et voilà, elle nous a visiblement porté bonheur puisqu'on a appris 15 jours après que le bébé s'était bien accroché, que Whitney est effectivement enceinte. Ce que nous a dit Whitney, la phrase était géniale. We are pregnant. Nous sommes enceintes, voilà ce qu'elle a dit. Ouais. C'est là où on prend toute la mesure du projet, c'est-à-dire qu'on est inclus dès le départ dans cette grossesse. On a suivi tous les moments de la grossesse à distance, notamment grâce au mari de Whitney, Jacob, parce qu'il filmait tout en fait. Très présent, très impliqué dans le projet. Je me rappelle, quand on est allé faire l'écho, il y avait leurs 3 filles qui étaient là, tous les deux, avec Ghislain, puis tous les deux, Whitney et Jacob. Donc il y avait du monde dans la. Au bout d'un moment, la dame qui faisait l'échographie, elle dit mais qui fait quoi là? Je comprends rien, il y a trop de monde. Puis le moment qui a été très fort aussi lors de notre venue aux États-Unis pour l'échographie des 5 mois, c'est que Whitney prenait notre main pour faire sentir le bébé. C'est vrai que nous, on n'osait pas. Il bougeait beaucoup, c'était déjà un bébé 5 plein. mois, il y avait déjà la pêche, il a toujours. Et c'est vrai qu'elle prenait nos mains, elle les mettait sur son ventre. Elle nous a vraiment inclus très très fortement. Pour elle, c'était très important. D'ailleurs, elle nous disait tout le temps, c'est votre petit garçon que je porte, c'est hyper important pour moi que vous le compreniez, que c'est votre enfant, même si c'est moi qui le porte dans mon ventre. Quand notre bébé naît aux États-Unis, alors il naît sur le sol américain, donc il est américain, il a le droit du sol aux États-Unis, donc il a un passeport américain. Donc on remplit tous les papiers pour les États-Unis et on rentre avec lui avec son passeport américain. Et là, une fois arrivé en France,
il faut faire les demandes de papiers français. Mais ça, les papiers, l'identité… Pour la nationalité, ça va facile. assez vite. Ça En va fait, au vite. bout d'un mois et demi, il avait sa carte d'identité, son passeport français. Comme une demande de papier normale, en fait, Classique. les délais classiques. Mais après, il y a quand même un gros loup. Le plus difficile, en fait, c'est de faire reconnaître la filiation, c'est-à-dire la reconnaissance du jugement américain qui dit que Christophe et moi sommes tous les deux les pères sur l'acte de naissance. Sur le livret de famille, c'est ça qui est le plus compliqué de faire reconnaître. C'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a une espèce de flou juridique. L'État reconnaît que cet enfant est français puisqu'il a des papiers français, mais il n'existe pas à l'état civil. Il n'a pas d'acte de naissance français, il n'existe pas à l'état civil, donc c'est une espèce d'enfant un peu fantôme, ce qui veut dire que s'il n'est pas à l'état civil, on n'est pas reconnu comme père, on avait simplement le document, l'acte de naissance américain qui stipulait qu'on était deux papas, ça, on l'avait sur l'acte de naissance américain, mais il faut à ce moment-là faire un certain nombre de démarches juridiques en France avec un avocat pour pouvoir faire en sorte que le jugement américain qui prévoit notre filiation, notre parentalité soit valable en France, et ça a mis 1 an et demi presque. Voilà. Ce qu'il faut comprendre et ce qui pose problème, c'est que la démarche qu'on a faite, qui s'appelle, pour dire le mot barbare juridique, s'appelle une exéquature de jugement, c'est-à-dire qu'on rend le jugement américain possible en droit français. Ça, c'est possible, mais pas partout. C'est-à-dire qu'il y a des départements où le tribunal de grande instance refuse. Nous, à Paris, par exemple, on a fait la demande à Paris à 100% de réussite. Si on avait habité à Versailles, par exemple, eh bien, le président du tribunal de grande instance de Versailles est opposé à cette forme de retranscription. Donc là, à ce moment-là, il faut repartir sur un recours qui peut durer 2-3 ans. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France pour la non-reconnaissance de filiation. Donc finalement, on embarque les couples dans des démarches de recours pour faire valoir un droit en fait, qui est garanti au niveau européen. C'est ça toute l'absurdité du système français. Il y a une injustice en fonction de là où vous habitez, en fait. C'est ça le vrai problème. On se dit, il n'y a pas de raison. On se dit, tout le monde est à égalité devant la loi. Bah, dans les faits, pas vraiment. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas anecdotique la durée. C'est-à-dire qu'un an, ce qui a été pour nous, ça va, ça passe relativement. Mais sur 3 ans, s'il arrive quoi que ce soit aux parents, l'enfant n'est pas reconnu. C'est-à-dire que les grands-parents n'ont pas de droit sur cet enfant. Et en fait, il devient pupille de l'État. Ce qu'on sait, a priori, c'est qu'il y a à peu près 400 à 500, certaines personnes disent plus, GPA avec des couples français faits à l'étranger, dont à peu près 60% concernent des couples hétérosexuels. Et après, pour les familles homoparentales, qui peuvent être nées de GPA ou de coparentalité ou d'adoption, etc., on estime qu'il y a à peu près entre 50 et 80 000 enfants qui aujourd'hui, de tous âges, qui aujourd'hui sont élevés dans des familles homoparentales. En 2017, pendant la campagne, Emmanuel Macron a répondu à une interview au magazine Tétu où il dit s'engager à faciliter la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas fait. Alors, il y a un projet en cours qui est censé faciliter la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Mais quand on se penche un peu plus précisément dans ce projet-là, il contraint le père qui n'est pas le père biologique à adopter son propre enfant. Et c'est quelque chose qui est vu pour beaucoup de familles comme quelque chose d'assez traumatisant, puisque finalement, c'est étrange de demander, avec une enquête sociale, etc., une adoption, quoi. Et c'est assez étrange de demander à quelqu'un qui s'occupe d'un bébé depuis sa naissance, qu'il a vu naître, qu'il a eu dans ses bras, qu'il a donné le biberon, d'adopter son propre enfant. En fait. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je crois que de manière générale, en France, le législateur est en retard sur ces questions-là. L'idée du livre, c'était vraiment un exercice de vérité. Donc j'ai parlé aussi de l'argent que ça nous a coûté, parce que c'est un aspect important. Il faut compter entre 100 et 150 000 $. Nous, ça nous a coûté à peu près 120 000 €. C'est pas pour la mère porteuse, cet argent-là. Oui, Whitney, sur cette somme-là, elle a touché à peu près 30 000 $, ce qui correspond à 26 000 €. C'est vraiment une somme qui est là pour dédommager tous les frais annexes liés à la grossesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut ignorer qu'une grossesse engendre des coûts. L'alimentation, changer de vêtements, le fait de ne pas pouvoir aller travailler, peut-être rester alité. La garde d'enfants, la garde d'enfants, des enfants. Voilà. Et cette somme-là, en plus, les 30 000 $, c'est pas juste pour 9 mois de grossesse. Il faut bien comprendre, on l'explique très bien dans le livre. Nous, c'est une démarche qu'on a menée sur à peu près 2 ans. Au moment où Whitney rentre dans le processus, pour elle, ça représente 18 mois. Donc voilà, c'est vraiment… Parce qu'il y a beaucoup de tests, beaucoup d'analyses. Voilà, c'est ça. C'est une somme qui est une forme de dédommagement. Et ensuite, le reste de la somme, c'est le juridique, les frais d'avocat, les frais d'assurance et surtout les frais médicaux. Ça coûte très très cher aux États-Unis. En France, je crois qu'on oublie ce que coûte un accouchement. On ne sait pas en fait. C'est même pas qu'on l'oublie, c'est qu'on ne sait pas. Alors qu'aux États-Unis, on le sait, c'est entre 15 000 et 20 000 $. Donc ça donne à peu près un ordre d'idée. L'adoption a aussi un coût, c'est entre 15 000 et 20 000 €. Alors certes, c'est une
somme beaucoup moins importante. Mais on le dit jamais ça. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, c'est-à-dire qu'on aurait l'impression que la GPA, c'est forcément il faut faire un chèque et l'adoption, c'est gratuit. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. De toute façon, la stérilité ou l'impossibilité d'avoir un enfant naturellement amène à des coûts. Notre vie, elle ressemble à la vôtre. On n'est pas dans la revendication, on n'est pas le point levé comme ça. On essaye de partager des images de bonheur pour montrer aussi qu'avec un sourire, avec des images de joie, avec les photos qu'on publie aussi dans le livre, eh bien ça montre que toutes les familles peuvent exister aujourd'hui. On est tous dans la même société et on peut être différent, c'est même une richesse la différence. C'est en ça que je pense qu'il faut continuer à faire avancer les choses.